On va poursuivre la discussion avec Bélir Nabli. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes professeur des universités en droit. On va regarder d'abord cette image en direct des retrouvailles de Mia avec sa famille. J'en perds ma voix, ça m'émeut aussi rien que de le voir. Bélir Nabli, excusez-moi, ça veut dire que les efforts qui sont faits pour poursuivre, étendre cette trêve, peut-être la transformer en cessez-le-feu, c'est ce que beaucoup souhaitent, ça reste essentiel pour permettre de continuer à voir ces belles images de retrouvailles et de libération d'otages. Oui, c'est clair que c'est un enjeu, en tout cas côté israélien, de pouvoir délivrer de telles images et de faire la démonstration de la capacité du gouvernement israélien à obtenir des résultats dans les négociations ardues avec le Hamas. Mais en même temps, le discours qui est tenu n'est pas celui simplement, n'est pas un discours qui se résumerait dans la quête d'un cessez-le-feu. Côté du gouvernement israélien, la guerre n'est pas terminée, loin s'en faut. Cette séquence de la trêve devrait être suivie d'un retour de la guerre. C'est ce que de nombreux experts disent, que cette guerre va reprendre. On imagine qu'il est d'autant plus dur de reprendre un combat quand justement les jours se suivent, les libérations d'otages aussi se suivent. C'est pas plus dur pour le gouvernement israélien de reprendre la guerre quand on sait que ces libérations d'otages les sert aussi. Oui, mais en même temps, il y a une ambition affichée dès le départ et sur laquelle le gouvernement israélien n'est jamais revenu, à savoir la destruction du Hamas. Dès lors qu'un tel objectif a été posé et qu'en même temps, il y a un côté fictif quant à l'idée de penser un instant qu'il puisse être atteint, on voit bien qu'en réalité, derrière cette ambition, il y a la volonté finalement de se donner une forme de carte blanche et de blanc-seing pour poursuivre des buts de guerre qui seront définis presque au jour le jour en vérité. Et donc il y a une forme de marge de liberté d'action que s'octroie l'armée israélienne, le gouvernement israélien en tous les cas, en la matière. Et aujourd'hui, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement la question des otages s'est imposée comme une donnée de cette guerre, mais ce n'est pas l'unique donnée à prendre en considération. On va retourner du côté de Tel Aviv pour poser la question de cette trêve justement à Alban Mikosi. Alban, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui en Israël pour encourager Benjamin Netanyahou à poursuivre cette trêve, mais il lui a aussi demandé dans un second temps d'assurer qu'on lui protégera les civils du Sud au cas où cette trêve volerait en éclats. Il y a eu des attaques aussi ce matin en Israël. Est-ce que tout ça change un peu la donne dans l'opinion publique? Qu'est-ce qu'on entrevoit à partir de demain matin et la fin de ce 7e jour de trêve? Forcément, est-ce que ça change la donne auprès de l'opinion publique? Vous savez, ce matin, lorsque je me suis baladé dans Tel Aviv, les gens m'ont dit, vous voyez ce qui s'est passé à Jérusalem, on repart vers la guerre, et lorsque le Hamas a revendiqué aux alentours de midi l'action qui a été menée ce matin, beaucoup de gens nous ont dit, le Hamas aura rompu la trêve, c'est terminé. Et puis, il y a eu cette libération cet après-midi, et puis le fait que la trêve tienne toujours, que ce soir, a priori, 8 personnes vont être libérées vivantes, ça entretient l'espoir. Vous savez, la société israélienne, pour ce que je vois depuis quelques jours, je la découvre très diverse. Et toutes les opinions, même sur cette place, ont été émises. Tout à l'heure, il y avait un débat très animé entre des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord sur la suite de l'action à mener. Tout le monde est d'accord sur le fait que les otages doivent revenir. Pour ce qui doit se passer après, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le signe d'une société démocratique, d'une société dans laquelle on débat, d'une société dans laquelle ce que disent les pays étrangers peut avoir un poids. Alors la présence de Anthony Blinken, elle a un poids sur le gouvernement israélien, mais la société israélienne a aussi un poids sur le gouvernement israélien. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il s'agit ici d'une démocratie. Merci beaucoup Alban Mikosi. Bélir Nabli, depuis que ces négociations ont lieu, on sent bien qu'il y a énormément de force en présence avec ce rôle prépondérant qu'a pris le Qatar. Ça arrange aussi les Européens et les Américains qui préfèrent passer par cet intermédiaire. Est-ce que le conflit, quelle que soit l'issue des prochains jours, va changer selon vous l'équilibre dans la région? De ce point de vue-là, c'est clair que le Qatar sort grand vainqueur sur la carte géopolitique moyen-orientale dans la mesure où il a fait la démonstration de sa capacité à peser sur l'un des conflits les plus complexes de cette région. Donc, et à parler à tous. Oui, sa capacité effectivement à être un interlocuteur
vis-à-vis d'ennemis stratégiques quasi absolus. Donc c'est un vrai coup de force d'une certaine manière qu'a réussi le Qatar par rapport notamment à une puissance régionale comme l'Arabie Saoudite qui au contraire relativement passive, spectatrice et qui en plus subit un effet indirect de cette guerre dans la mesure où l'Arabie Saoudite s'était inscrite dans un processus de normalisation avec Israël, processus stoppé net eu égard aux effets de cette guerre. Donc oui, le Qatar sort vraiment vainqueur de cette séquence. Je voudrais également rebondir sur les commentaires de votre collègue, M. Mikosi, que je connais assez bien, on a l'habitude d'échanger. Je partage naturellement son analyse. On a affaire à une société complexe, animée par une vraie vie démocratique, mais en même temps, si ce conflit est si particulier, c'est aussi parce que Israël n'est pas une démocratie comme les autres. C'est aussi une démocratie qui s'inscrit dans un État qui est un État colonial. C'est cette tension-là entre un État colonial qui, par exemple, développe des régimes juridiques d'exception. Je pense à la détention administrative qui permet aux autorités israéliennes de mettre des Palestiniens en prison sans inculpation, sans charge, sans procès, et en multipliant finalement la durée de cette détention, qui fait que précisément c'est aussi une société en crise existentielle, c'est-à-dire que ça donne lieu à des débats. Même, parce que là vous citez un État de fait qui existe depuis les origines de l'État d'Israël. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sortira jamais de ce conflit malgré tous les efforts qui sont faits? Non, c'est une manière pour moi de dire que ce n'est pas seulement un conflit qui oppose des Palestiniens aux Israéliens. Après le conflit, après cette guerre, en tous les cas, il y aura de grandes questions à trancher côté israélien, notamment sur la voie à suivre pour cette démocratie. Est-ce que les Israéliens persisteront dans cette voie étroite, dans cette tension entre finalement État colonial et régime qui se veut démocratique? Je pense que l'équation est impossible. Elle est impossible et au jour d'aujourd'hui, elle donne lieu à quoi? Elle a donné lieu notamment à un gouvernement d'extrême droite avec des suprémacistes, avec des colons également qui défendent précisément les régimes d'exception que j'ai évoqués. Et ça donne également cette impression, pas de malaise, mais en tous les cas de complexité, puisque par exemple on oppose aujourd'hui les prisonniers palestiniens aux otages israéliens. Les otages israéliens, premièrement, faut saluer leur libération, parce que prendre en otage des civils relève de crimes de guerre. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc, et de l'autre, on découvre aussi une réalité de ce régime colonial lorsqu'on jette un coup d'œil sur le profil des prisonniers palestiniens. Pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de prisonniers qui ont subi le régime de détention administrative dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des gens qu'on a emprisonnés sans charge, il y a des sans des procès. Deux côtés, c'est ce que vous nous dites. On ne peut Pire, pas donner parfois pour des actes. Regardez, le prisonnier palestinien le plus jeune à 14 ans, il a été libéré. On a découvert le motif de son emprisonnement, un jet de pierre contre un colon. Voilà. Donc voilà, derrière la figure, la notion un peu englobante de prisonnier, on imagine terroriste palestinien représentant une menace. On a des situations qui fait que ce conflit, malgré tout, est véritablement complexe, mais qu'il renvoie à une réalité de la nature, à la fois du Hamas, organisation à la fois terroriste et de résistance, et de l'autre, Israël, à la fois une démocratie et un État colonial. Complexe, mais un petit peu plus clair grâce à vous. Merci beaucoup, Bélivre Nabli, d'avoir apporté votre éclairage sur votre connaissance de cette région. Il y a